Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va commencer maintenant à l'heure. On a 2 heures devant nous, ce qui nous laisse un temps suffisant pour discuter d'un certain nombre de questions qui, je l'espère, vous intéressent tous parce que vous êtes ici présents sur le lien intergénérationnel et aussi les formes de solidarité qui peuvent exister entre les personnes âgées, les jeunes, autour d'une forme d'habitat. Alors plus spécifiquement, ça sera sur la cohabitation intergénérationnelle, mais l'idée de ce moment, c'est aussi de laisser les choses ouvertes et de voir aussi comment est-ce qu'on peut appréhender la cohabitation intergénérationnelle par ce que signifie le lien en fait, entre des personnes qui sont jeunes et des personnes qui sont plus âgées. Donc j'aimerais tout d'abord remercier pour cet événement qu'on appelle lien intergénérationnel, tout simplement, avec une table ronde pourquoi habiter entre les générations, les bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle. Donc tout d'abord remercier la mutualité fonction publique avec nous, l'Université de Nîmes, Christelle Armand, qui nous a aidés notamment pour la communication, la Logitude aussi, qui est co-organisatrice comme association de cet événement, Stella Bakioki qui est ici présente, qui va nous rejoindre dans un instant, et aussi des partenaires de ce petit événement, la CARSAT, qui localement nous a aidés et soutient cette action, le département du Gard et la CNSA, plus spécifiquement en tant que financeur via la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie qui rend possible cet événement et de manière peut-être même à poursuivre à l'avenir. Voilà. Donc le cadre de cette journée, en définitive, c'est assez particulier parce qu'on est en même temps dans la Semaine Bleue, c'est-à-dire un événement national qui cherche finalement à essayer de rassembler les questionnements, les initiatives, les intérêts autour de l'âge. Et donc des dizaines, je crois que même je ne sais pas quelle est la totalité des événements organisés sur le territoire, mais il y a énormément d'événements qui sont organisés durant cette semaine au niveau national pour essayer de porter cet intérêt autour du vieillissement et notamment de la question des seniors. Et puis le deuxième événement aussi concomitant à cette table ronde et à cet événement, je vais expliquer pourquoi la différence, quelquefois je parle de table ronde ou d'événement, mais c'est la journée des aidants. Cette journée des aidants est aussi une journée nationale, aujourd'hui même, le 6 octobre 2022, et qui a pour objectif de porter la voix de ceux qui aident des personnes plus vulnérables, des personnes qui nécessitent d'être aidées, et souvent des proches, principalement. Là, cette journée aussi a pour objectif de porter, d'être un peu l'avocat de l'ensemble de ces personnes et des professionnels, notamment d'un ensemble de professionnels qui, on le sait, ont pour objectif et mission d'accompagner les familles autour de ces questions de vulnérabilité et de santé. Alors, bon, je ne me présente pas, je me suis présenté mais très rapidement. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur ici à l'Université de Nîmes et donc je participe à la co-organisation de cet événement, Thomas Watkin, et membre d'un laboratoire en innovation sociale par le design. Et par cette introduction très brève qui va durer une dizaine de minutes, je vais vous donner aussi quelques éléments plus spécifiques sur l'organisation de ce qui va suivre. Donc on commence en fait maintenant par une interaction et une table ronde de 2 heures, plus spécifiquement sur la cohabitation intergénérationnelle avec un certain nombre de questions. Et autour de 2 questions, donc quels sont les bienfaits des relations intergénérationnelles et puis qu'est-ce que ça signifie la cohabitation intergénérationnelle et pourquoi, quelles sont les raisons pour cohabiter entre les générations, donc autour de ces 2 questions. Et on a la chance d'inviter pour cette table ronde Stella Bakioki, qui est directrice de l'association La Logitude,
Margot de Battista, qui est docteur en psychologie sociale de l'Université de Nîmes et en même temps à l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité, hein, qui est une fondation affiliée à l'université spécialisée dans le domaine du vieillissement et dans l'ensemble des pratiques en rapport avec la longévité. Donc ça, c'est un domaine qui est très vaste. David Griffon, directeur du CCAS de Nîmes. Et enfin, Pascal Bézard, socio-anthropologue, et qui est responsable de la sensibilisation au CAUE du Gard. Et puis, bien évidemment, je l'ai mentionné, Christelle Armand, qui participe aussi et nous a aidés dans l'événement de manière assez fine, en nous aidant sur la diffusion notamment. Et puis le deuxième partie de cet événement, c'est donc à partir de 18h30, donc vous êtes cordialement invités. Des coupons sont disponibles pour cela. Il s'agit d'une projection cinéma avec un petit débat. Il nous a semblé intéressant finalement d'utiliser les images et notamment le cinéma. Alors ce n'est pas la première fois que les choses se font ainsi, parce que d'autres CCAS, d'autres institutions qui s'intéressent au vieillissement et à ces questions aussi utilisent le cinéma, mais là, nous semblait être peut-être une première dans ce cadre-là, de profiter finalement de cette semaine et de cet événement pour organiser une projection au cinéma Le Sémaphore de 18h30 à 20h30 et pour de la projection du film L'étudiante et Monsieur Henri, qui est un film qui date de 2015. Donc si vous êtes intéressé à poursuivre et la discussion qu'il y aura en cheminant depuis le site Vauban jusqu'au Sémaphore, vous êtes cordialement invités. Des coupons sont à disposition qui vous permettent d'avoir une place gratuitement. Donc pour cela, vous pouvez vous diriger vers Christelle Armand, qui est ici présente dans la salle et qui pourra vous donner les coupons. Voilà. Alors, je vais revenir sur des choses un petit peu peut-être statistiques et quelques éléments avant de commencer la table ronde. Déjà sur l'évolution démographique, on le sait que l'évolution actuelle dans les pays européens et notamment en France, c'est une augmentation de la population âgée qui va d'ici 2050 être particulièrement importante dans le contexte hexagonal et qui sûrement aura des effets, et on en parle beaucoup actuellement dans le cadre on va dire des transformations des politiques publiques, des effets sur nos institutions, des effets sur nos modes de vie, des effets sur l'adaptabilité, je dirais cette ergonomie urbaine aussi, d'adapter nos espaces de vie, et notamment l'habitat et le logement, avec tout cet ensemble que concerne l'habitat, c'est-à-dire l'accès aux équipements, l'accès aux espaces publics. Donc ça, cette évolution démographique va transformer, et d'une certaine manière, je dirais, elle va profiter aux personnes âgées, mais elle va profiter pour tous aussi. C'est ça qui est aussi très intéressant dans cette transformation. Alors, l'isolement lié à l'âge, il est vrai que c'est une situation, c'est un phénomène dont on parle beaucoup actuellement, pour des raisons que je vais évoquer par la suite, parce que l'isolement finalement touche, d'après la fondation de l'Abbé Pierre, 35% des personnes vivent seules en France. C'est énorme, donc c'est quand même très important. Et on a quasiment plus de la moitié des personnes seules qui ont 60 ans et plus, et 18% ont moins de 30 ans. Donc ça, c'est quand même très important de le noter. On a aussi, d'après les enquêtes de l'INSEE, une propension plus importante à être seul quand on est très âgé, avec un état qui peut être dépressif, voilà, un état moral qui, on le sait, n'est peut-être pas forcément au plus haut quand on a ce sentiment de solitude qui naît d'une situation purement objective qui est l'isolement. Alors, l'isolement, après, on peut le définir de différentes manières. Donc les personnes âgées vivent seules, mais pas que, aussi, on a aussi des jeunes qui vivent aussi seuls. On a pu le voir d'après certaines statistiques dernières, suite notamment au Covid. Donc les femmes représentent 53%
des femmes âgées de 65 ans sont dans une situation d'isolement et vivent seules. Et les 2/3 d'entre elles, quand elles ont 85 ans, et les 3/4 au-delà de 95 ans. Donc ça, cette situation est quand même assez importante au niveau de la situation des femmes, plus que les hommes. Donc on a aussi un certain nombre d'informations qui nous renseignent sur le fait que, par exemple, les femmes vivent plus souvent seules que les hommes. Donc ça, c'est un état de fait. Pourquoi ? On peut avoir le veuvage, on peut avoir aussi la longévité qui peut aussi jouer sur cette situation, avoir un effet sur cette situation. Et donc on a aussi des seniors qui vivent à domicile, sont dans un ensemble autonome, mais avec une dépendance qui s'accentue avec l'âge. Et cela aussi peut avoir des effets, notamment sur ce sentiment de solitude. Donc cette question de la dépendance ou de cette recherche d'autonomie, elle est au cœur aussi des propos qui vont nous poursuivre et qui vont nous animer dans la table ronde. Alors les retraités habitent majoritairement dans un logement qui est sous-peuplé. Ça, c'est intéressant comme donnée, parce que ça veut dire que quand on est justement retraité, on voit bien que le logement, qui est un logement auquel la personne va avoir un attachement vraiment affectif à son lieu de vie, mais finalement c'est un espace qui est très grand et c'est un espace qui est peut-être trop grand pour cette personne qui y vit. Et on a notamment des logements qui ne sont pas suffisamment d'une certaine manière utilisés. Et c'est un phénomène qui se renforce avec, par exemple, ce qu'on appelle la décohabitation, notamment dans des grandes métropoles, prenant le cas de Paris ou d'autres grandes métropoles, c'est-à-dire que le phénomène de fragmentation même des familles par des gardes partagées, notamment des situations de fragmentation familiale, fait que on a une demande de plus en plus importante aussi de logement. Alors on a une demande de plus en plus importante de logement, et pour autant on peut avoir des logements qui sont trop grands avec peu de personnes à l'intérieur, sans parler en même du phénomène de vacances qui peut aussi exister dans certaines villes. Donc ça, c'est très intéressant si on se centre sur la personne retraitée qui finalement a une ressource à portée de main, qui est d'avoir un espace disponible et pour être en capacité d'être bailleur, de pouvoir louer et éventuellement de répondre à cette situation de solitude. Donc si on le voit au niveau des jeunes, chez les jeunes, il y a un accès de plus en plus difficile à un logement autonome. Et cela est dû au fait que, alors on le sait, on a eu en France, dans l'Hexagone, mais de manière encore plus accrue outre-Manche ou dans d'autres contextes européens, un phénomène, je dirais, un peu spéculatif qui a fait que le logement est devenu inabordable pour des étudiants. Donc c'est devenu compliqué. Et parallèlement, on a aussi une précarité qui s'est installée. Moi, j'ai pris connaissance de cela moi-même en étant enseignant ici à l'université, dans ce même amphi où j'enseigne, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les étudiants, il y a une part des étudiants qui vont à l'université aussi parce que c'est une manière de pouvoir survivre. Donc le rôle de l'université a un rôle social très important. Pourquoi ? Parce que les aides sociales sont peu présentes, notamment pour les moins de 24 ans. Donc le logement est une question centrale. Le taux de pauvreté des jeunes est élevé par rapport aux personnes âgées et il s'est même accru. Là, on a des statistiques de 2013-2018, mais si on devait mettre à jour ces données à 2022, je ne les ai pas faites, mais je pense que là, on verrait un taux encore plus élevé avec cette situation post-Covid. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est très important. Et là, on voit bien qu'entre des personnes âgées qui ont à disposition
un logement qui est grand et des jeunes qui finalement sont dans des situations de précarité et recherchent des logements, mais on pourrait essayer de faire se rejoindre ces deux nécessités. Alors, l'isolement augmente, ça je l'ai dit. L'isolement augmente et on a par exemple des chiffres ici qui l'indiquent d'après les petits frères des pauvres. Et puis à droite, vous avez par exemple des annonces qui venaient directement de cette situation du Covid. Bon là, les données sont quand même assez brutes, mais il y a une augmentation. Les petits frères des pauvres ont fait une étude depuis avant la période de Covid jusqu'à maintenant, chaque année, avec un bilan sur l'isolement en France. Et la comparaison qui a été faite dernièrement entre la situation avant Covid, donc de 2017, et celle de 2021, a montré une explosion de l'isolement. Donc ça, c'est quand même très important. Et puis on a vu aussi, face à cette situation d'isolement avec le Covid, des solutions aussi, d'écoute, des solutions à cette situation. Alors, un clin d'œil à l'IDEML qui avait fait ce document qui répertoriait, en fait, collectait l'ensemble des services pour les seniors. Et de voir comment finalement le Covid avait pu cristalliser un certain nombre de solutions, de services pour les seniors, de services qui existaient déjà par ailleurs, et puis d'autres qui se sont renforcés par cette situation de crise aussi. Donc ça a été quand même assez intéressant de voir cela. Et puis à droite, une image qui montre que, voilà, pour revenir à l'habitat, eh bien, des formes d'habitat comme l'habitat participatif, des formes collaboratives, d'habitat partagé, ont montré qu'en fait c'était très résilient pour les personnes âgées parce que les gens s'y retrouvaient et il y avait des systèmes d'entraide entre eux. Donc ça fonctionnait bien. Bon, après, je vais faire un bref clin d'œil à cette recherche que je mène à l'université, dans laquelle s'intègre cette table ronde, qui est une recherche-projet qui s'appelle Solidage, Solidarité pour l'habitat entre générations. Donc, qui est réalisé au laboratoire Project en innovation sociale par le design à l'université de Nîmes, et donc qui s'intéresse en fait aux formes de vie collectives et solidaires entre les générations dans toutes ces formes d'habitat, en mettant un accent sur la cohabitation intergénérationnelle. Et ce projet en fait s'intéresse aux liens d'entraide, de soutien, de dons et la recherche de convivialité entre les seniors et les jeunes en société et dans nos environnements habités. Donc le centre, je dirais, c'est la cohabitation intergénérationnelle, la cohab intergé pour les gens qui connaissent. Mais voilà, parce que en fait, ça montre cette richesse et complexité du lien qui s'instaure quand on partage la cuisine, quand on partage voilà, quand on est chacun chez soi, qu'on cherche son intimité. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Mais l'habitat, c'est pas que vivre dans son espace domestique, c'est bien au-delà. Donc, ça implique plein d'autres choses. Et donc, on a fait pour cela, le travail s'est porté sur les formes de communication, en disant que finalement, c'était bien beau de parler tout le monde parle de la cohabitation intergénérationnelle, les politiques les mettent en avant comme étant une solution, oui, et c'est certes, bien évidemment, ça a un apport, mais la difficulté, c'est bien évidemment de pouvoir, je dirais, mettre en pratique, vraiment mettre en œuvre et la vivre réellement. Et là, il y aurait des freins à essayer en tout cas, de chercher des clés qui permettraient un peu d'ouvrir des portes pour mieux percevoir, pour mieux comprendre. Et le travail a porté sur ces formes de communication sur 2 points. Le premier, sur le fait que la communication passait par l'interaction. Donc là, d'une certaine manière, même si vous m'écoutez, on pourra interagir après, j'espère, beaucoup pour parler. Mais on l'a fait sur des formes plutôt ludiques et créatives, par des outils du design, pour des formes de co-création aussi, pour voir un peu quelles étaient les représentations des âges. Et ça nous intéressait en fait de nous engager dans ces dynamiques-là. Et puis l'autre chose, c'était aussi des images. Donc on a eu un résultat qui était sur des outils de communication, de préconisation. Et puis les images aussi nous importent. Donc là, c'est des images récentes, donc réalisées par le photographe Walid Ghali, qui est ici avec nous d'ailleurs, et qui participe à ce projet
actuellement et qui a pour but aussi voilà, de collecter, de rendre compte de ces témoignages, du vivre ensemble, parce que c'est important finalement d'écouter ceux qui témoignent. On entend beaucoup parler, voilà, on a besoin de lien social, on a besoin de se parler. Les images nous parlent beaucoup. Et ça nous semblait en fait une bonne manière aussi de faire parler les personnes au travers des images, de mieux comprendre au travers des images ce que c'est qu'un mode de vie différent. Voilà, donc je vais m'arrêter là et donc je vais inviter à la table Stella. Enfin, à la table, il n'y a pas de table, elle est toute petite, mais sur ces magnifiques sièges rouges, Stella Bacchiocchi, Margot de Battista, David Griffon et Pascal Paravezar. Alors c'est vrai que c'est toujours, on est très alignés, on va se décontracter après. Je pense un peu plus dans je dirais dans l'échange, parce que l'idée c'est de pouvoir aussi échanger bien évidemment entre nous, avec vous. Donc ça c'est un plaisir justement d'avoir un public pour mieux comprendre quelles sont vos questions. Et finalement, comme je l'ai dit, la table ronde, c'est de poser 2 questions. Donc, il y a un premier temps qui était un peu de décortiquer cette question des relations intergénérationnelles. Et moi, j'aimerais tout d'abord poser cette question à Margot de Battista, plus spécifiquement sur quels sont les bienfaits des relations intergénérationnelles d'après ta perspective en tant que psychologue social, et comment est-ce que tu définirais ces bienfaits de relations intergénérationnelles? Merci beaucoup Thomas, bonjour à tous. Je me permets de garder le masque parce que je suis un peu malade, vous inquiétez pas, a priori c'est pas le Covid, mais ça reste quand même pas sympa, donc je vais essayer de le garder pour moi. Merci pour l'organisation de ce colloque et merci du coup à l'université de nous accueillir. Peut-être avant de répondre à cette question, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais moi je me permettrais bien de refaire un petit point de contexte, notamment sur la question de la solitude et de l'isolement, avant de parler des bienfaits. Peut-être juste déjà de distinguer ces 2 notions. Au niveau de l'isolement, on est sur quelque chose de quantitatif. Le nombre de liens sociaux qu'on va avoir, le nombre de contacts sociaux qu'on va avoir tous les jours, alors que la solitude, on est vraiment sur un sentiment. Quelque chose qu'on va ressentir, hein, c'est ça qu'on dit souvent, je me sens seule par exemple. Et ce sentiment de solitude, il ne va pas s'exprimer de la même façon habituellement chez les hommes que chez les femmes. Les femmes vont avoir plus de facilité, la terminologie est maladroite, excusez-moi, mais à exprimer le fait je me sens seule. Tandis que chez les hommes, par exemple, ça va prendre une autre casquette, une autre couleur. On va plutôt avoir des remarques comme un sentiment d'inutilité. En vieillissant, je ne sers plus à rien. Et finalement, ça renvoie en tout cas à cette question de solitude et à ce sentiment qui est bien entendu pas exclusif au vieillissement, pas exclusif aux personnes âgées, mais qui néanmoins est un risque qui est majoré par le vieillissement. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va diminuer finalement nos liens sociaux au quotidien ? On va avoir différents éléments, typiquement la diminution par exemple de la mobilité, la diminution des capacités, des sens, le fait de moins pouvoir se déplacer, de moins bien entendre, de moins bien voir, c'est aussi des éléments qui vont à terme pouvoir diminuer nos contacts sociaux et du coup nous mettre dans une situation d'isolement. De la même façon, Thomas, tu le rappelais tout à l'heure, la question de la précarité économique est aussi prégnante et l'état de santé est aussi on va dire un facteur aggravant de la solitude. En d'autres termes, plus on est malade, plus on est pauvre, plus on est isolé. Et forcément, plus on est isolé, plus ce sentiment de solitude il peut être prégnant. Tu as balayé tout à l'heure le rapport des petits frères des pauvres rapidement. C'est un rapport qui est effectivement formidable. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire et que vous êtes intéressé par cette thématique, lisez-le. En plus, il y a des petites fiches synthèses qui sont très bien faites. On parle d'augmentation du sentiment de solitude,
Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il y avait affiché au tableau. On parle de mort sociale. La mort sociale, d'après les petits frères des pauvres, ce sont des personnes âgées qui n'ont aucun contact social. C'est-à-dire qu'ils ne parlent ni à leur famille, ni à leurs amis, mais ni même à un voisin, ni même au facteur. C'est des gens qui sont absolument seuls. Et c'est dramatique. Et on parle de plus de 500 000 personnes qui sont concernées, 550 de mémoire. Alors qu'en 2017, on était à 300 000. Donc bien entendu, c'est des situations qui sont très problématiques parce que moins on a de contacts sociaux, plus la santé physique va être mauvaise. Il y a des travaux qui le démontrent. Des personnes avec un haut niveau social vont par exemple avoir un meilleur système immunitaire. Il n'y a pas forcément de rapport, on ne voit pas forcément le lien direct, mais on a un meilleur système immunitaire, on va pouvoir avoir aussi un niveau de stress plus bas, une pression artérielle qui est meilleure que les personnes qui sont complètement isolées. Donc que ce soit sur la santé physique ou psychologique, il y a de grands bénéfices en tout cas à avoir des liens sociaux. Et du coup, effectivement, la cohabitation intergénérationnelle, ou de façon un petit peu plus large, les liens sociaux, vont pouvoir apporter une réponse, en tout cas, à certaines personnes, du moment que ces liens peuvent aussi être choisis. Ce qui est intéressant dans l'aspect intergénérationnel, ça va être sur différents versants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi, quand on rencontre une nouvelle personne, se raconter. Et le fait de se raconter aussi son histoire, raconter comment on a vécu, c'est un super moyen de stimuler ses capacités cognitives. Il y a un chercheur qui s'appelle Stéphane Adam qui travaille beaucoup sur cette thématique-là et qui parle tout simplement de papote. Alors, j'allais dire atelier papote, mais je crois que même la terminologie d'atelier, il veut la bannir. Mais tout simplement, il expliquait qu'en établissement, par exemple, juste discuter avec une personne âgée et l'inviter à lui faire parler de sa vie, qu'est-ce qu'elle a vécu, dans quel quartier elle a vécu, dans quel quartier elle a vécu, quel métier elle faisait. Ça permet aussi d'entretenir, de stimuler ses capacités cognitives. Et ça peut aussi être, mais là je laisserai mes collègues qui sont plus spécialisés sur cette question, ça peut aussi être l'intérêt d'avoir un étudiant avec soi, aussi se raconter, le découvrir et lui apprendre à nous découvrir. Il y a d'autres bénéfices qui me semblent vraiment fondamentaux aussi. Et en tout cas, moi, une casquette qui me tient vraiment à cœur, ça va être de changer un peu le regard qu'on porte au niveau sociétal sur le vieillissement. Faut rappeler que l'agisme, la discrimination en lien avec l'âge, alors ça concerne tant les plus âgés que les plus jeunes d'ailleurs, parce que les jeunes sont aussi victimes de discrimination en lien avec leur âge, mais c'est la 3e cause de discrimination dans le monde. Et c'est vraiment important de pouvoir justement lutter contre ce phénomène discriminatoire en essayant de lutter un peu contre les idées préconçues qu'on peut avoir, les stéréotypes. Et dans ce cadre-là, le fait de pouvoir se rencontrer l'un l'autre, que 2 générations se rencontrent, ça va pouvoir aussi amener à changer un peu le regard qu'on va porter sur les autres. Donc moi, c'est aussi un avantage que j'y vois, mais de la même façon, Stella, je te laisserai me dire nous dire en tout cas ce que tu en penses. Beaucoup d'autres bénéfices. On a parlé des aspects plutôt cognitifs, des aspects plutôt sociétaux. Il y a aussi un aspect économique qui peut être discuté, même si j'imagine bien que c'est pas forcément, en tout cas, le premier choix de ce mode de vie. Cependant, je pense qu'on ne peut pas le mettre de côté. Et on le voit, et d'ailleurs la CNAV commence à travailler là-dessus, sur une sorte de segmentation de ces cohabitations intergénérationnelles, en travaillant justement sur les facteurs motivationnels. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de cohabiter parce qu'ils ont envie d'avoir quelqu'un chez eux, ils ont envie d'avoir du lien social, que ce soit pour les jeunes ou pour les plus âgés, mais qu'on retrouve également pour d'autres personnes, plutôt des motivations financières, où du coup on va pouvoir compléter aussi un loyer ou avoir un loyer à coût modéré. Dans les 2 cas, il n'y a pas de jugement, mais je pense qu'il faut, dans le cas d'une cohabitation intergénérationnelle, en tout cas, s'accorder sur ces motivations premières pour que ça marche. Voilà dans les grandes lignes ce que je pourrais dire. J'ai été trop longue peut-être. Je regarde ton... Non, ça va ? Je me tais. Je vous regarderai quand, de manière très très forte dans vos yeux. Non, c'est très bien. Merci Margot. Je voudrais bien avoir le retour de Pascal Parabézard pour poursuivre les propos de Margot et de son point de vue sur
quels sont en fait ces bienfaits de relations intergénérationnelles? Oui, bien sûr. Merci Thomas, bonjour à tous et merci à l'université de nous accueillir. Peut-être je vais préciser ce qu'est le CAUE parce qu'on peut mieux comprendre d'où je parle. Et le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Il y en a un par département. Nous sommes le CAUE du Gard. Nous sommes une association, loi 1901, qui a une mission d'intérêt public. Nous sommes financés par le département et par une taxe d'aménagement. Et donc, nous avons plusieurs missions. Donc, une mission de conseil aux collectivités locales. Toutes les communes du Gard, et notamment les petites communes qui n'ont pas de services techniques, peuvent faire appel à nous. Et là, effectivement, des architectes, des urbanistes, des paysagistes peuvent les conseiller. Et moi, je suis socio-anthropologue et de plus en plus, les communes font appel, enfin pas de plus en plus, mais pour des aménagements partagés avec la vie des habitants également. Donc on peut intervenir, on intervient, on est au service de ces communes-là. On a également une mission de conseil aux particuliers. Et là, tous, vous pouvez, si vous avez un projet d'aménagement de votre maison, d'aménagement de votre jardin aussi, une extension, une piscine, une clôture, des plantes à mettre dans votre jardin qui sont moins gourmandes en eau, etc., vous pouvez venir gratuitement avoir des conseils de nos paysagistes. Alors, il n'y a pas de concurrence avec l'initiative privée, avec des agences, etc. Nous ne vous ferons pas de plan, mais à partir des documents que vous leur porterez, ils vous donneront des conseils tout à fait judicieux pour une maison, ne pas manquer de place, pour aménager au mieux un jardin et en profiter. Donc après, nous avons également cette mission de sensibilisation qui est à l'usage de tous, alors des populations scolaires également, de la maternelle jusqu'à l'université également, au niveau du grand public, ceux qui nous connaissent. Donc on a un petit programme semestriel, donc il est là, il est au sémaphore, vous le retrouverez au sémaphore, et là, vous voyez un petit peu toutes les actions gratuites que nous organisons, ciné-débat, conférences, concours photo, voilà, plein de choses. Donc voilà pour situer un petit peu, parce que c'est vrai, le CAU, on n'est pas très connu, on n'est pas très bon en communication, on va essayer de s'améliorer, mais bon. Donc beaucoup d'éléments de réponse ont été donnés déjà par Margot sur les bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle. Et bon, moi... Il se trouve que je viens d'un laboratoire de Marseille, c'est d'anthropologie biologique, dont la santé, c'était très important à ce niveau-là, on parlait de santé. Les chercheurs se basaient sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais c'est un bien-être physique, mental et social. Donc à partir de là, eh bien, j'ai le souvenir même d'un médecin qui disait que son père, qui était âgé, n'était jamais autant en forme que lorsqu'il se disputait avec lui, que lorsqu'il était en conflit avec ses voisins, etc. Et lui, c'était un indicateur chez ses patients aussi, des patients qui étaient toujours un peu hargneux, en colère et tout. Pour lui, ils allaient bien. Donc ça, le conflit, c'est aussi la vie, dans les EHPAD aussi, ça peut être un bon moteur, quoi. Et de manière plus pragmatique, donc du point de vue de ma pratique professionnelle, l'intergénérationnel, c'est aussi permettre aux personnes de conserver une autonomie dans la ville, en dépit de l'âge ou de la situation de fragilité dans laquelle on se trouve. Chacun peut se trouver à un moment ou à un autre. Il n'y a pas que les personnes âgées, il n'y a pas que les tout petits qui peuvent être fragilisés, mais chacun de nous, à un moment donné, parce qu'on a un malaise, parce que on a une jambe cassée, on est en béquille, on porte des paquets, on pousse une poussette, etc. Donc là, ça fait chacun de nous. Et donc là, on s'intéresse à cela, bien sûr, lorsqu'on accompagne les communes dans leurs plans locaux d'urbanisme pour prévoir justement cet espace urbain le mieux pour tous. Et les architectes parlent de design social, partant du principe que ce qui est bon pour des personnes fragilisées, c'est bon pour tout le monde. Donc on essaie de plus en plus, les villes vont devoir s'adapter. Thomas, tu as répété les chiffres, dans 2050, il va y avoir 40 000 personnes de plus par an. Donc ça fait une ville comme Alès quand même, et on va devoir cohabiter puisque les personnes âgées seront très nombreuses. Donc il y a autonomie dans l'espace public, mais également autonomie chez soi. Donc nous on travaille aussi sur la rénovation. Les élus se saisissent aussi des politiques publiques, des dispositifs qui leur sont proposés, on en parlera tout à l'heure. Et donc là, rénover les logements, ça c'est un nœud quand même. C'est très difficile, surtout l'offre privée. Elle n'est pas toujours rénovée. Les particuliers, ils ne sont pas encore arrivés au stade où eux-mêmes en voient la nécessité. Ceux qui le font, qui essaient d'adapter leur logement pour des personnes, par exemple, handicapées, sont face à des locataires qui ont de fortes exigences, parfois à juste titre,
mais auxquels leurs moyens ne leur permettent pas toujours de donner raison de leur offrir ce qu'ils demandent. Donc il n'y a pas tellement non plus donc, il y a les aides de l'ANA, bien sûr, qui sont importantes. Donc nous, on travaille là-dessus. On aide les communes à monter des dossiers, à monter faire des pré-programmes, des cahiers des charges pour des études d'OPA, par exemple, de rénovation. Voilà un peu comment on travaille. Donc, voilà, 2 points positifs. Résumer l'autonomie chez soi et l'autonomie à l'extérieur, on l'a un peu dit, pour aller vers la construction d'une ville un peu plus autonome. C'est ça la cohabitation intergénérationnelle et l'intérêt qu'on y voit. Que chaque personne puisse œuvrer chez elle et puisse, on sait que les personnes âgées, on est dans la semaine bleue, aiment rester à leur domicile. Il faut favoriser cela. Il faut favoriser l'adaptabilité des logements, qu'elles puissent faire la cuisine chez elles plutôt que se faire porter les repas, parce que ça limite l'autonomie. On est un peu passif dans les garder chacun de nous le plus possible dynamique, quoi. Et puis effectivement, faire la cuisine chez soi, ça veut dire quand on sort de chez soi, pouvoir aller s'approvisionner, pouvoir aller acheter soi-même ces marchandises dans des rues qui sont agréables, où il y a des trottoirs pour marcher, enfin, ou des circulations douces, où la voirie n'est pas encombrée de trous, ou inhospitalière finalement, parce que là, ce qui guette les personnes, effectivement, c'est de rester chez elles. Et là, on conduit petit à petit vers cette mort sociale. Bon. Donc là, voilà, je fais vite parce que j'ai 5 minutes. Mais donc, en tout cas, dans cet état d'esprit, c'est accompagner l'intérêt de l'habitat intergénérationnel, de vivre de manière intergénérationnelle. C'est une pensée globale sur la ville qu'il faut avoir. On va de plus en plus l'avoir puisque c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, on en parlera plutôt tout à l'heure, mais aujourd'hui, il faut économiser le foncier, il faut de l'habitat dense, il faut quelque chose de moins, pas ce qu'on fait jusqu'à maintenant, les pavillons avec jardin, etc., ça va être fini, on ne pourra plus les construire. Donc, construire la ville sur la ville, faire quelque chose de plus dense, mutualiser les équipements, là on y reviendra avec l'habitat participatif, ce sont des choses qui sont... on va y venir par nécessité. Bon, on a trop tardé, on a trop répété les mêmes formats, et maintenant on va passer à autre chose, et c'est tant mieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que de notre point de vue aussi à UE, c'est d'abord une dimension territoriale de cet habitat intergénérationnel. Ça ouvre beaucoup de choses. Voilà. Merci Pascal pour cette deuxième réponse de ce point de vue des sciences sociales sur les bienfaits des relations intergénérationnelles. Je vais passer la parole à David Griffon, maintenant en tant que directeur du CCAS. Qui peut nous donner un autre point de vue sur qu'est-ce que c'est que ces relations intergénérationnelles, quels sont ces bienfaits. D'accord. Merci d'abord Thomas pour cette invitation. Donc je suis David Griffon, directeur du CCAS de la ville de Nîmes. Donc le CCAS c'est un établissement public à part entière. Le maire est le président de fait. En fait, on a quelques obligations au CCAS, dont la première, c'est de réaliser une analyse des besoins sociaux sur le territoire, qui confirme tout ce que vous venez de dire par rapport à la démographie et par rapport aux besoins exprimés sur le territoire, avec un vieillissement effectivement de la population. Aujourd'hui, à peu près 40 000 personnes sur la ville de Nîmes de plus de 60 ans, et d'ici 2037, il devrait y en avoir 50 000. En 90, il y en avait 30 000, donc ça évolue beaucoup. Un pouvoir d'achat un peu supérieur aux autres populations, si on compare par rapport au seuil de pauvreté sur le territoire, tout de même, mais des habitats bien souvent en sous-population sur la ville, ce que vous confirmez tout à l'heure, ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, avec à peu près 60% des personnes de plus de 80 ans qui vivent seules, quoi. Voilà, donc pour travailler là-dessus, on a d'autres obligations, réaliser une analyse des besoins sociaux, mais également repérer les personnes âgées isolées sur le territoire. Donc le but, c'est aussi de rompre l'isolement, bien évidemment, de ces personnes et de tenter de les amener de l'individuel vers le collectif, puisque aussi on a un office des seniors où on a plusieurs adhérents et pour lesquels on met en place des ateliers divers et variés autour de l'activité physique adaptée, autour du cognitif, mais également autour d'ateliers intergénérationnels.
sur des ateliers intergénérationnels. On en fait plusieurs. Il y a avec les tout petits, pour avoir cette relation qui n'existe pas parfois avec les familles, puisqu'il y a des situations compliquées aussi sur la ville de Nîmes. Il y a beaucoup de familles monoparentales aussi. Il y a des fois des parcours de vie un peu difficiles où il n'y a pas cette relation aussi aux seniors, et c'est important aussi de la recréer. Ça se fait à travers des ateliers, par exemple ce qu'on a fait la semaine dernière avec Lire et faire lire. Ça peut être un échange avec des contes, etc. On voit les seniors, ça les valorise aussi d'intervenir sur les temps périscolaires. Ça peut être assez intéressant. Après, il y a d'autres expériences qui ont été faites. Il y avait eu aussi, il y a un peu plus d'1 an, dans le cadre du festival Tout simplement hip-hop, une acculturation au hip-hop, avec des ateliers autour de la danse et du graphe. Alors, pas le graphe vandal, mais le graphe artistique. Donc, il y avait eu des échanges. Et le but aussi, c'est de réduire cette fracture qu'il peut y avoir intergénérationnelle, et de mieux se connaître et de mieux se comprendre finalement aussi. Ça semble assez important. Et dans le quartier, on peut le voir un peu plus bas. On est sur le Nord Gambetta. Il y a l'association Le Spot aussi, qui fait un travail sur tout le quartier, et qui a donné lieu, il n'y a pas longtemps, à l'occasion des 10 ans d'ailleurs de l'existence de cette association, à la réalisation d'une fresque sur une résidence autonomie. La résidence autonomie de l'Encloré, où vivent des seniors. Donc c'est un travail qui a été fait de manière aussi intergénérationnelle, avec une architecte, Maria, qui a travaillé là-dessus sous forme d'atelier sur les couleurs que percevaient les habitants de la résidence, sur les formes géographiques, et puis ensuite sur l'idée, c'était le phare pour guider les autres, et elle a fait le rapport avec le phare et les personnes âgées, et ça a donné lieu à ce travail. Et après, toutes les personnes passent devant la résidence, et les résidents sont très fiers de faire partager leur travail. Je parlais du repérage des personnes âgées sur le territoire. On en a plus de 750. Et tous les étés, on engage des jeunes, des étudiants, qui vont rencontrer ces personnes et qui échangent avec elles là-dessus, sur des visites de courtoisie, mais également sur des signalements, si c'est nécessaire, en essayant de les amener vers des animations pour rompre l'isolement, mais aussi pour faire valoir les droits ou pour des problèmes de santé, puisqu'après, suivant les situations, il y a des rencontres entre les travailleurs sociaux du CCAS et les infirmières de la ville. Voilà. Après, on a aussi des services civiques. Après, il y a plusieurs thèmes. Il y a le numérique aussi. On a des services civiques sur le CCAS, sur le pôle multimédia. On a vu ces derniers temps, la fracture numérique, elle existe. On a plusieurs seniors qui viennent prendre des cours d'informatique, de numérique. Il y en a plein qui ont par exemple des téléphones, mais qui sont des smartphones, mais qui s'en servent comme des téléphones. Et il y a des jeunes qui font des formations pour utiliser l'application, par exemple l'application La Maps, par exemple, pour trouver une adresse, voilà, des choses comme ça, ou envoyer des photos, les archiver. Et les jeunes sont plutôt assez à l'aise, aussi bien sur Android que sur iPhone. Donc c'est aussi valorisant pour les jeunes, et c'est aussi une bonne expérience pour les accompagner aussi à réaliser les démarches, quelles qu'elles soient, pour faire valoir des droits, de l'accès aux droits, des impôts, mais également pour les loisirs, pour réserver un spectacle ou un billet de train, puisqu'en 2024, l'ensemble des démarches seront dématérialisées. Donc les jeunes aussi sont importants là-dessus pour accompagner les seniors. Merci David pour cette réponse. Je vais passer la parole maintenant à Stella Bacchiocchi, directrice de la Logitude, et peut-être aussi dans cet enchaînement en fait des deux questions, donc de répondre à cette voilà. On a plusieurs éléments déjà de réponse à cette question sur les bienfaits des relations intergénérationnelles, et dans un deuxième temps de répondre à que signifie la cohabitation intergénérationnelle et pourquoi cohabiter entre les générations. Alors si tu pouvais, Stella, nous expliquer, nous répondre à ces deux questions en prenant justement le temps, étant donné que tu es directrice d'une association spécialisée dans ce domaine de cohabitation intergénérationnelle, pour nous éclairer un petit peu plus. D'accord, avec grand plaisir. Bonjour tout le monde.
Merci Thomas pour l'invitation et ta confiance aussi. Alors l'intergénérationnel, bien sûr, c'est ce qui nous a touchés en premier, le lien intergénérationnel, mais c'était surtout le constat que tout le monde avait fait, la solitude, l'isolement, chez les jeunes aussi, le manque de moyens des jeunes. Voilà, donc on a fait le même constat que tout le monde et c'est comme ça qu'on a créé, surtout après la première canicule de 2003, la première association de cohabitation intergénérationnelle en France, le Paris Solidaire, qui est toujours sur Paris, voilà, et qui propose de la cohabitation. Alors, qu'est-ce que c'est la cohabitation intergénérationnelle ? Le résumé, c'est des jeunes de 18 à 30 ans, ce ne sont pas que des étudiants, chez des personnes retraitées de 60 ans et plus. Voilà, ça c'est pour résumer la cohabitation intergénérationnelle. Ce n'est pas de la colocation, c'est du vivre ensemble, on cohabite, on partage un espace de vie. Donc là, on recrée du lien. Notre objectif, c'était ça, dans les premiers temps, c'était de réunir deux générations qui avaient tendance un peu, comme tout le monde l'a constaté et l'a dit déjà, à s'éloigner. Il y a beaucoup de préjugés. Et nous, avec cette alternative de logement, la cohabitation intergénérationnelle, on fait en sorte de rapprocher ces deux générations. Et puis, depuis 2003-2004, ça marche. Nous, sur Avignon, donc moi, je suis la fondatrice de l'association La Logitude sur Avignon, mais depuis 13 ans. Mais je fais partie d'un réseau national, le réseau Cohabilis, qui, lui, en fait, est le pionnier de la cohabitation intergénérationnelle en France et dont la présidente Aude Messéan est celle qui a créé la première association en France, à Paris. Elle a tout vendu, elle a une très belle profession, bel appartement, et elle a vécu vraiment cette canicule de très très près. Elle a vu des choses qu'on n'imaginait même pas avant, et je pense que ça a ouvert les yeux à pas mal de personnes, surtout à elle. Et l'idée de la cohabitation intergénérationnelle en France est partie de là, tout en sachant que ça se pratiquait déjà en Espagne. Voilà, c'est toujours un transfert, enfin une transmission de savoir. Et dans l'intergénérationnel avec la cohabitation, il y a aussi ces transmissions des deux côtés. Voilà. Donc on parlait de bienfaits. Nous, c'est ce qu'on voit entre ces deux générations. On se transmet des choses, on fait connaissance. Alors il faut avoir envie de le vivre. Il faut avoir envie de vivre avec une autre génération, de passer du temps avec, mais pas que du temps. Ils créent des petites histoires ensemble. Ils ne sont pas obligés non plus de dîner tous les soirs ensemble. Bon, en fait, on est des créateurs de liens par logement, pour résumer aussi. Et après, tout le monde l'a dit, ça permet aux seniors, aux plus anciens, de rester dans leur domicile aussi. On a tous envie de rester chez soi. On n'a pas envie, pour la plupart. Bon, après, il y en a qui ont envie d'aller dans des foyers, des maisons d'autonomie. Il y en a aussi qui aiment bien. Moi, notre ancienne présidente, d'ailleurs, elle est dans une maison d'autonomie maintenant. Et ça se passe très très bien, elle a plein de copines, voilà. Donc nous, on n'est pas une solution, on est une alternative. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de personnes souhaitent rester chez elles. Donc avec ce constat-là, tout naturellement, on s'est dit pourquoi pas rapprocher ces deux problématiques. Les jeunes ont du mal à se loger à coût modéré, parce qu'en fait, ce qu'on apporte nous, c'est ça. Des logements chez l'habitant, ça existe depuis très longtemps. À Avignon, avec le Festival d'Avignon, ça se fait depuis très longtemps aussi. Mais à quel prix ? Voilà. Si on est riche, on peut se loger. Quand on n'est pas riche, c'est la galère. On a tous été étudiants, on a tous recherché des moyens de logement. Voilà, donc c'est en connaissant ces deux problématiques, on s'est dit, allez, on va les réunir. Et puis, ça marche. Nous, sur Avignon, ça représente à peu près entre 40 et 50 binômes. On appelle ça un binôme. Un jeune et un senior qui vivent ensemble. Voilà, on est en train de faire une expérimentation aussi en milieu rural, en Pays d'Arles, pour voir, parce que là-bas, le Pays d'Arles, c'est pas Arles, c'est 29 communes du Pays d'Arles. Il y a Saint-Rémy-de-Provence, il y a Barbantane, Château-Renard, c'est vrai que c'est proche d'Avignon, donc c'est un peu facile pour nous. Mais voilà, développer la cohabitation intergénérationnelle en milieu rural, c'est intéressant aussi dans le sens où on ne développe pas qu'en ville. En ville, à la limite, maintenant, c'est facile. On commence à être reconnu. Il y a des étudiants, il y a des appartements trop grands ou des maisons trop grandes. Mais en milieu rural, là, il se pose le problème de la mobilité aussi. Voilà. Et il y a aussi des travailleurs qui ont du mal à se loger.
Il y a aussi les jeunes de certaines villes qui ont du mal à se loger et à rester dans leur ville parce que c'est trop cher aussi. Voilà, ça on a oublié peut-être d'en parler, mais c'est un constat qu'on fait en rencontrant toutes ces communes du Pays d'Arles aussi, des villes très touristiques, Saint-Rémy-de-Provence, un jeune qui a envie de rester chez lui à Saint-Rémy-de-Provence et être autonome et pas avec papa et maman, ça coûte cher, quoi. Donc voilà, et dans le milieu du tourisme, beaucoup d'hôtels et de restaurants ne trouvent pas de jeunes salariés, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Alors certains peuvent les loger. En agriculture, on fait même venir des camions d'étrangers pour travailler dans nos champs. Et dans le tourisme, certains hôtels peuvent loger, mais pas tous. Les restaurateurs, ils ne peuvent pas loger non plus. Donc voilà, on a lancé cette étude de faisabilité en janvier 2022 et on a jusqu'à août 2023 pour voir si ça marche. Et pour le moment, on avait prévu une quinzaine de binômes. Pour le moment, on en est déjà à 10 binômes. Voilà, dont une maison d'autonomie avec un T4, parce que ça aussi, ça se fait de plus en plus. Là, c'est pur intergénérationnel, mais on garde quand même une certaine autonomie. C'est un appartement qui est dans la maison de l'autonomie, en parlant d'autonomie, 3 fois, 4 fois. Mais forcément, le T4, il est meublé. On a fait en sorte qu'il soit meublé. Nous, l'association, on a répondu à un appel à projet. On a eu des fonds, la Fondation Vinci, pour la cité, pour meubler cet appartement. Donc super, 3 chambres, salon, salle de bain, grande cuisine, qui est à l'entrée de cette maison de l'autonomie. Et on a pour objectif d'y mettre 3 jeunes. Voilà. Ces jeunes, ils ne vont pas payer un loyer, bien sûr, on reste dans notre logique, mais en échange, pourquoi pas s'il faut fermer la porte d'entrée le soir à partir d'une certaine heure que le gardien n'est plus là, parce qu'il ne vit plus là, en fait c'était l'appartement du gardien, mais il ne vit plus dans cet appartement-là, eh bien le jeune pourra le faire, c'est vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant. Le lien au sein de la cohabitation intergénérationnelle, c'est ça. On n'oblige rien, mais on motive les gens à aller vers les autres si on sent qu'ils en ont besoin. Voilà. Et nous, en tant qu'association, à quoi on sert dans tout ça ? Déjà, on fait une présélection en amont. C'est ce qu'on apporte, nous. Les personnes qui souhaitent accueillir... Tu me donnes un coup de coude si c'est trop long. Les personnes qui souhaitent accueillir, on se rend chez elles. Comme ça, en même temps, on voit les lieux. Si c'est possible ou pas, si c'est assez grand, s'il n'y a pas de trop de souvenirs aussi dans la chambre, ne serait-ce que ça. Si le jeune vient, il faut qu'il se sente aussi un petit peu chez lui quand même. Pas laisser toutes les photos de famille, les vieux vêtements. Après, si c'est des couvertures, pourquoi pas. Mais des choses trop personnelles, il faut qu'il se sente bien dans sa chambre. Mais il faut que la personne qui l'accueille se sente toujours chez elle. Ça, c'est important. Et tout ça, on en parle avec eux en amont, lors de nos entretiens. Un jeune qui veut s'inscrire, on l'invite à se rendre sur notre site internet. Il y a un dossier de candidature en ligne, il y a la notice d'information qui explique toutes les modalités, les documents à fournir. On leur demande bien sûr des documents, certificat de travail, une responsabilité civile aussi, habitation, la carte d'étudiant s'ils sont étudiants. On leur demande aussi des garanties. Voilà, s'ils ont des garants, pourquoi pas. On est preneur aussi, même si c'est à coût modéré. Voilà, donc ce qu'on apporte, c'est cette présélection en amont. Et ensuite, c'est un cadre administratif et juridique. On leur fait signer d'abord une charte qui est un accord moral, où on parle de discrétion, de civisme, d'aller vers l'autre si on sent qu'il en a besoin. Plein de belles valeurs comme ça, qu'on essaye de porter au quotidien. Et on signe également un contrat de cohabitation intergénérationnelle qui est reconnu maintenant par la loi Elan, la loi de l'aménagement du logement et aussi, que vous connaissez certainement. Et enfin, on est reconnu dans cette loi et on a un document juridique qui est reconnu aussi par nos pairs là-haut à Paris. Voilà, donc ça aide beaucoup. Et on est aussi maintenant soutenu par des CARSAT. Donc, CARSAT Languedoc-Roussillon, c'est en cours. La CARSAT PACA nous aide à prendre en charge les frais que l'on demande à nos adhérents. Parce qu'on demande des frais, on a un fonctionnement, l'association. Et donc tous ces partenaires commencent à prendre
Par exemple, la CAF, on leur demande des fonds pour qu'ils puissent prendre en charge les frais qu'on demande aux jeunes aussi pour l'inscription dans notre association. Voilà, on travaille tous sur des dossiers comme ça. Donc pour le moment, la CARSAT nous suit. La MFP nous permet d'en parler aussi et nous suivent aussi avec leur mutuelle pour prendre en charge les frais de suivi et d'accompagnement qu'on demande à nos adhérents. Et ça, c'est annuel. Voilà. Après, la cohabitation, qu'est-ce que ça peut apporter de plus ? Bon, c'est vrai, on a compris, c'est un tremplin pour les jeunes vers une certaine autonomie du logement. Et puis bon, les bienfaits, c'est aussi, on a remarqué, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi notre présidente qui en même temps est une adhérente qui accueille des jeunes chez elle depuis 5 ans maintenant. Donc elle va pouvoir vous en parler. On parle d'amitié, on parle de... Voilà. Et puis les jeunes, les freins qu'ils ont des fois, c'est de me dire « Oh là, mais moi, ça allait pas trop bien avec ma mamie ou mon papy. Là, je me vois pas aller vivre encore. » Et en fait, ce qu'on leur explique, c'est que là, on y va, on n'a pas de valise avec nous. Ça va être la découverte. Et puis nous, on est là aussi avec notre présélection en amont. On se dit, ah tiens, lui, il irait bien avec elle parce qu'elle aime ça. Ils vont bien s'entendre pour ça. Voilà, on essaye vraiment de faire les bons petits assemblages. En fait, on fait du tricot, de la dentelle. Hein. C'est vraiment du travail au cas par cas. On gère de l'humain, chacun est différent. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est un frein au niveau des jeunes, mais après on se rend vite compte que oui, maintenant on parle d'amitié, on reste en lien. Souvent, Martine pourra peut-être en parler, mais elle parle encore de choses avec les anciennes jeunes filles qu'elle avait chez elle, dont ces jeunes filles n'auraient pas non plus parlé avec ses parents, quoi. Enfin, voilà, on se confie aussi plus facilement, on devient un jeune adulte. Il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de dire à nos parents, on n'a plus envie, voilà. C'est ça aussi l'autonomie. Je quitte le foyer et puis je peux commencer à dire des choses et à entendre des choses d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est les retours qu'on a, les bienfaits. Et quand on explique tout ça, donc merci de nous permettre d'en parler, c'est vrai que ça ouvre plus... Les personnes ont moins peur d'ouvrir leurs portes et les jeunes ont moins peur aussi d'aller vivre cette expérience enrichissante. Hein. C'est un sentiment d'utilité pour les deux de toute façon. Les jeunes, on leur dit tout le temps, mettez sur votre CV aussi que vous avez fait de la cohabitation intergénérationnelle, que vous avez été adhérent dans une association, que vous avez été volontaire. Ça le fait bien. En tant qu'ancien recruteur, j'aimais bien regarder aussi, et mes questions se portaient surtout sur ce qu'il notait à la fin, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, parce que bon, un CV, on marque des dates, on a bossé là, bon, des fois on l'arrange comme on veut, mais voilà, quand on commence à parler avec les gens et à les faire parler de leur passion, là on commence à voir un peu plus la vraie personnalité. Et donc je leur conseille aussi de mettre cette expérience enrichissante en avant. Et puis de redonner un sentiment d'utilité à une personne qui souffre de solitude. Voilà. Et puis on a parlé de mort sociale aussi. Nous, voilà, on est les plus heureux. C'est notre objectif. Merci Stella pour tous ces éléments. C'est vrai que c'est très très riche quand on plonge dans le monde de la cohabitation intergénérationnelle. On va poursuivre après cette grande élargissement de la question des relations intergénérationnelles et de la cohabitation, de l'espace habité avec tout ce que ça implique, par le point de vue de l'I2ML en retournant par Margot. Comment est-ce qu'on peut finalement, que signifie la cohabitation intergénérationnelle de ton point de vue et pourquoi cohabiter en fait? Que signifie la cohabitation intergénérationnelle? J'avoue que je rebondirais bien sur les propos de Pascal précédemment, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas le penser juste à l'échelle du logement. Il faut vraiment le penser à minima à l'échelle du quartier, inscrit dans les services de la ville, les services de proximité, etc. Je reviens sur le rapport des petits frères des pauvres que j'évoquais tout à l'heure. Un des tremplins justement qui mettent en avant pour lutter contre les situations d'isolement, il était double. C'est un engagement en lien avec réouvrir et maximiser les services de proximité et les liens intergénérationnels.
Donc finalement, en tout cas, cette cohabitation, elle ne peut se penser qu'à une échelle un petit peu plus large qu'à celle du logement. Au sein du logement, si on a 2 générations qui vivent ensemble, forcément, il va falloir se prémunir de tout ce qui est délétère par rapport à son bien-être. Et du coup, dans le logement, et je peux que adhérer à ce que tu viens de dire, Stella, on va avoir besoin de certaines sphères, et notamment de la préservation de son intimité. On se sent chez soi quand on est maître chez soi. Moi, chez moi, je peux faire ce que je veux. Si je décide de mettre tel tableau, je mets tel tableau. Si je décide de me balader à poil dans mon salon, si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Et du coup, finalement, pour cohabiter, il va falloir établir un certain nombre de règles qui vont nous permettre de préserver ce degré d'intimité, de préserver ce degré de liberté qu'on peut avoir, mais sans doute dans des espaces spécifiques et adaptés à sa façon de vivre. Mais ça, j'imagine que c'est peut-être des choses qui sont discutées en amont. Mais en tout cas, la cohabitation, ce serait réussir à avoir un espace d'intimité dans un habitat qui serait partagé et qui offrirait aussi, bien entendu, des espaces de sociabilisation, d'échange, de services. Mais tout ça, à mon avis, pour que ça fonctionne, il faut le discuter, le détailler en amont. Quel est le rôle de chacun dans cette dynamique-là ? Parce que finalement, ça va être un équilibre à trouver, en tout cas, de façon assez juste. Margot, je vais passer la parole à David Griffon et nous donner son point de vue du CCAS sur la cohabitation intergénérationnelle plus spécifiquement. Donc sur la cohabitation intergénérationnelle, au CCAS, il y en a au sein des résidences autonomie, puisque la loi de 2017 a effectivement permis et a transformé le foyer logement en résidence autonomie, et aussi a intégré la mise en place et le développement de logements intermédiaires. Le département s'est emparé de ça, puisqu'il a mis un vaste programme de construction de maisons en partage, qui sont aussi une forme d'habitat intermédiaire différente, avec chacun vit chez soi, mais il y a une salle et une animation collective. Donc pour les résidences autonomie, au-delà de cette transformation juridique, aujourd'hui, sur la ville de Nîmes, on est en pleine réflexion par rapport à ça, sur la transformation de ce bâtiment de la Montagnette, en intégrant de l'intergénérationnel et en transformant, par exemple, les vacations qui étaient faites par des étudiants en médecine. Margot est passé par là. Et en faisant évoluer ces logements par un échange de services, par exemple, entre les étudiants. On est en train de voir pour transformer les logements de fonction en 4 appartements, par exemple, pour des étudiants qui pourraient en contrepartie échanger des services. Mais ça passe aussi par une ouverture de la résidence sur le quartier, avec de l'intergénérationnel et un tiers-lieu, avec une salle pour les habitants, mais aussi avec un jardin partagé pour les écoles, avec tout ça, avec des agréés par exemple aussi, pour pouvoir faire de la rééducation fonctionnelle sur le site, et tout ce type de services qui permettent d'ouvrir la résidence sur l'extérieur. Alors, voilà ce que je peux dire. Merci David. Et pour terminer sur cette deuxième question, et revenir aussi peut-être à cette dimension urbaine, j'aimerais bien avoir le point de vue de Pascal Paradésar. Oui, c'est vrai que Stella évoquait aussi la différence de territoires ruraux, territoires urbains, périurbains. C'est là qu'on est un peu dans l'écueil, on ne sait pas trop. En réalité, j'avais envie de parler pour cette réponse, de traiter de l'habitat participatif, justement, puisque c'est une démarche qui ne va pas résoudre tous les problèmes, bien sûr, parce qu'elle est encore assez réduite dans ses propositions. Mais on en a une enfin dans le Gard. C'est ce qu'on donne la parole à l'architecte dans notre petit agenda culturel, qui nous explique un peu enfin, puisque nous on les suit depuis 10 ans. Ça avait commencé justement par l'accueil d'une stagiaire qui terminait son diplôme en psychologie sociale, qui voulait s'intéresser à cette démarche.
Et donc, on l'avait accueillie au CAUE, et puis elle voulait savoir un petit peu, elle voulait faire 3 groupes, des habitants qui ne connaissaient pas du tout l'habitat participatif, ceux qui avaient envie, qui étaient dans une démarche en train de vouloir y vivre, et puis des personnes qui étaient déjà dans cet habitat. Donc elle avait fait des petits entretiens, donc on l'avait laissé faire son travail, sa petite thèse, et puis on avait lu un petit peu les entretiens qu'elle avait retranscrits. Et tous quels que soient les groupes, ils nous disaient tous oui, mais c'est un habitat novateur, c'est intéressant, mais dans le Gard, ça ne pourra pas se faire parce que les maires ne vont pas vouloir y aller, le favoriser. Donc nous, on a assez un bon rapport avec nos élus locaux, 353 communes dans le Gard. On s'est dit, tiens, on va les réunir. On avait fait un petit focus group avec une quinzaine d'élus. On leur avait un peu exposé la démarche et puis nous leur avions demandé leur avis. Pareil, on avait retranscrit l'entretien et à partir de ces éléments, on avait fait un questionnaire qu'on avait envoyé à toutes les communes du Gard. Et là, effectivement, un questionnaire par voie postale, en général, c'est 20% de réponses et il faut relancer. Là, on avait eu un tiers de retour, preuve que la démarche était intéressante pour eux. Mais dans notre questionnaire, on avait fait un petit peu une étude de marché, si vous voulez, entre guillemets. On avait mis 3 éléments qui étaient pour nous importants pour situer un petit peu. On avait demandé, est-ce que vous aviez déjà eu des demandes d'habitants pour venir dans votre commune? Donc, est-ce que vous favoriseriez cet habitat si on vous le demandait? Et puis, est-ce que vous avez surtout, parce que là, on peut avoir les 2 réponses oui, mais est-ce que vous avez du foncier pour cela? Un petit peu l'engagement là. Et du coup, lorsque l'on réunissait tout ça, il y avait 2 communes sur 133 qui avaient les 3 bons critères, qui avaient répondu oui. Bon, bref, on a continué à regarder un petit peu ce qui se passait de ce point de vue, c'était en 2010. Et puis on a vu apparaître 2 démarches, pas dans ces communes-là, mais à côté. Donc c'était intéressant et on a suivi ces groupes. Et alors ce qui était intéressant aussi, pour en revenir à cette dimension rurale, urbaine, périurbaine, c'était de cette enquête, nous avions montré que l'offre ne correspondait pas à la demande. Parce que l'offre, elle était de la part des communes rurales, Sévenol, où il y avait beaucoup de fonciers. Et la demande, elle était faite par des groupes d'habitants à des maires de communes urbaines ou périurbaines, parce qu'ils voulaient être à proximité d'une gare, de service, etc. Donc là, quand même, on s'est dit, bon, on n'y pouvait rien. Mais à partir de cette enquête, on a déjà commencé à sensibiliser tous nos élus locaux par des écoles des maires, par des ateliers de territoire, etc. C'était notre mission de sensibilisation. Et petit à petit, comme ça a permis que cette démarche un peu pénètre un peu dans les esprits. Et donc, après, qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, voilà, on avait un groupe, c'était constitué à Saint-Hippolyte-du-Fort, donc il cherchait des personnes, c'était au départ des personnes retraitées qui avaient une grande bâtisse et qui l'a donnée, qui ne voulaient pas s'en séparer et qui l'a donnée à qui voulait bien habiter, vivre ensemble. Donc des groupes s'étaient constitués, un petit groupe, et puis on les avait suivis, on était allé animer différents ateliers, comme on peut le faire pour ces démarches d'habitat participatif, pour essayer un peu de grossir le groupe. Ils sont allés quand même jusqu'à déposer un permis d'aménager. Donc ça devenait très concret. Nous, on croyait que c'était arrivé. Donc là, c'était colloques internationaux universitaires. On allait les voir. Ils étaient cités. Et ça nous permettait quand même d'avancer aussi, de montrer que c'était plus concret. Et nous, on voulait ça. Parce que pour que ça diffuse, il nous faut un retour d'expérience. Pour montrer aux maires que c'est possible. Pour dire que ça existe dans le Gard, que c'est esthétique. Que, vous voyez, c'est proche. Donc, et puis ce groupe, malheureusement, le permis d'aménager a été refusé. Bon, pour une histoire de non-respect du plan local d'urbanisme et en fait de raccordement à la voirie. Et puis, mais ça leur coûtait trop cher, c'était trop pour reformater tout ça. Donc le groupe ne s'est pas désolidarisé et il est parti, il a arrêté sur Saint-Hippolyte-du-Fort, voilà, et il est allé ailleurs. Et finalement, c'est ce groupe même qui est à Sagnac-Sagriès et Oura. Ils ont trouvé un architecte vraiment qui était idéal. Ils sont 2. Le mandataire n'est pas dans le Gard, mais son second est dans le Gard. Ils ont fait vraiment un petit bijou. La région a favorisé cela en finançant beaucoup. Mais ça, c'est l'habitat participatif. Il faut que ça soit comme ça. Nous, on avait un seul exemple à montrer, c'était à Montpellier. Et la ville avait beaucoup aussi donné pour avoir un exemple. Donc, on avait fait venir les architectes. Pareil, on avait interrogé les gens. Et là, pareil, il y avait une habitante qui disait...
Mais moi, alors, dans ce groupe à Montpellier, 24 qui est sorti depuis 5 ou 6 ans. Donc là, on voit comment ils vivent, ça se passe bien, c'est très beau. Enfin, et une habitante, il y a un quart de personnes de plus de 60 ans dans le groupe. Donc ça montre qu'ils ont toute leur place, autant de dynamisme que les autres, des fois même plus de temps. Et une habitante, on disait, mais quelle différence avec votre logement ancien? Elle disait, la différence, c'est que quand je vais chercher mon courrier, j'ai intérêt d'arrêter le feu sous ma casserole parce que je sais quand je pars, mais je ne sais pas quand je reviens. Et là, vraiment, ces démarches d'habitat participatif, c'est ça. Ce qui fait le point fort, c'est cette mutualisation. Et pareil, toujours avec l'intérêt de densité. Des appartements moins grands, parce qu'une cuisine moins grande, parce qu'on sort sa machine à laver, on fait une buanderie commune. Pas besoin de chacun son petit jardin, puisqu'on fait un jardin commun. Pas besoin d'avoir une deuxième ou une troisième chambre parce qu'on fait une petite chambre d'amis et on a une salle de convivialité qui permet aussi de recevoir ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et en plus, cette démarche d'habitat participatif, elle peut se faire quelle que soit la typologie. On peut être, le statut plutôt, on peut être locataire, on peut être propriétaire ou on peut même être, comment ils appellent ça, détenteur de parts sociales dans une coopérative d'habitants. Et ça, c'est compliqué. La loi ALUR de 2014 a favorisé. Avant, c'était interdit, ces coopératives d'habitants. Depuis les années 70, en fait, ça avait mal tourné. Puis on arrivait à une période un peu libérale où on construisait à tour de bras. Pardon. Et aujourd'hui, donc, cette loi, elle le favorise. Et donc, elle favorise ces coopératives d'habitants. Et à Sagnac, c'est une coopérative d'habitants. Donc, en plus. Non, ça n'ira pas plus bas. Donc voilà, tout ça pour dire, je ne sais pas trop pourquoi je me suis emballée comme ça. Oui, pour cette démarche d'habitat participatif qui est tout à fait novatrice et qui aujourd'hui va prendre de l'ampleur. En tout cas, on essaie que ce soit le cas. Alors, donc voilà, ça c'était important. Donc nous, on le favorise à notre niveau, au CAUE. Mais en tout cas, on va la présenter aussi au conseil municipal. Des communes nous appellent parce que maintenant, elles voient bien qu'elles n'ont plus envie de continuer non plus à faire comme elles faisaient avant. Et elles essaient aussi que les habitants ne comptent pas que sur la collectivité, qui n'attendent pas tout de la collectivité, qui se prennent en charge aussi un peu et qui s'ouvrent aussi sur l'extérieur, par essai. Parce que ce qu'il y avait, c'est que parfois les communes avaient peur. Dans cette enquête, on voyait que la commune avait peur. Ils disaient, oui, mais que diront nos habitants si ces nouveaux habitants viennent? Enfin, c'était un peu des Indiens pour eux. Ils étaient un peu à part. Et alors, donc, dans l'idéal, effectivement, c'est que ces habitants-là s'ouvrent à l'extérieur du quartier, essayent de faire une interpénétration, mais ce n'est pas si facile quand même, parce que nous, on les a suivis à charge et à décharge. Quand même, on essaie d'être objectif, on était assez fans de cette démarche, mais on voyait bien quand même que, entre des fois ce qui est avoué et ce qu'on veut vraiment, quand on arrive au but, on ne veut plus trop s'ouvrir au quartier, on préfère être entre soi, on veut bien des aides de la collectivité, mais enfin en contrepartie, non, une fois qu'on est arrivé, c'était peut-être moins... Bon, c'est comme les Baba Yaga, par exemple, le projet des Baba Yaga, c'est vraiment l'habitat fait par des personnes âgées et pour des personnes âgées, par et pour des femmes au départ. Bon, la canicule a fait que ça a favorisé cela. Une personne, Thérèse Claire, qui disait qu'elle ne voulait plus jamais vivre ce qu'elle avait vécu, c'est-à-dire être à la fois à un moment de sa vie entre ses parents et ses petits-enfants, et débordée comme ce n'était pas permis. Donc elle avait fait ses Baba Yaga. Mais ce qu'elle voulait, elle, c'était de l'intergénérationnel, aussi par le lien social, pas que par l'habitat, par une université qu'elle voulait mettre en bas, etc. Et ça ils n'y sont pas arrivés vraiment, parce que ça serait long à expliquer, mais c'est vrai que c'était compliqué, parce que dans ces démarches où il y a un collectif d'habitants, il y a des conflits également pour certains jeunes qui sont pressés. Il faudrait que l'habitat arrive tout de suite. Les personnes âgées, elles ont peut-être un peu plus de temps. Donc c'est des groupes qui se font, qui se défont, et puis on n'a pas toujours les fonds. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut que ça soit mixé. Des personnes qui veulent être locataires, mais aussi des personnes qui donnent un investissement. Et des personnes qui s'engagent aussi dès le départ, un petit peu financièrement et aussi dans l'action. Parce qu'au CAUE, on avait, c'est vrai, il y a 3 ans, fait des petits groupes, des petites matinées le samedi matin pour mettre ensemble des personnes qui étaient intéressées par cela.
Il se trouve que, tu venais Thomas au début, peut-être, si tu te rappelles un peu, c'est vrai que c'était souvent des personnes sur Nîmes qui voulaient habiter dans le centre, qui voulaient être locataires uniquement parce qu'il y avait parfois peu de moyens. Et donc c'était un groupe un peu uniforme. Du coup, on n'arrivait pas. Et lorsqu'il fallait s'engager, on leur disait, mais vous savez, il y a du boulot quand même, il faut communiquer, parce que l'habitat participatif, c'est se passer d'un promoteur, parfois aller démarcher les collectivités, voir, si c'est à commune, si à Nîmes ce n'est pas possible, il faut peut-être voir autour. Et souvent, les groupes se défendent à ce moment-là, parce qu'ils ne veulent pas trop faire de compromis. C'est on veut ça, et puis pas autre chose, mais là aussi, c'est compliqué. Donc, en tout cas, on est quand même... Alors, on nous demande parfois au CAE, il n'y a pas longtemps, si peut-être la dame est dans la salle, parce qu'elle nous avait sollicité, je ne sais pas. Et donc, c'est une dame, son infirmière lui avait parlé de l'habitat participatif, il lui avait dit, elle se sentait seule, et elle lui a dit, c'est peut-être la solution pour vous. Donc, elle nous appelle au CAE, est-ce que vous connaissez sur Nîmes des groupes? Alors, non, pas a priori, je ne sais pas. Des projets en cours sur Nîmes d'habitat participatif non plus, on ne savait pas trop, mais en tout cas, on dit on va regarder ce qu'il y a autour. Nous, c'est le territoire gardois dans sa totalité. On a fouillé un peu parce que cette dame n'avait pas Internet, donc on ne pouvait pas lui envoyer le lien. Donc avec mon collègue, on a fait un petit recensement là, sur le plan de la documentation. Et donc sur le site de l'habitat participatif France, ou je ne sais plus, eh bien... Dans le Gard, on a trouvé très peu de projets. On a trouvé quelques projets, 3 projets en Cévennes avec quelques numéros de téléphone. Un projet dans le Gard rhodanien, mais on ne savait pas trop s'ils recherchaient des groupes, s'ils étaient constitués, si c'était le démarrage. Voilà, donc on a cet habitat à Sagnac-Sagriès. Un autre habitat qui était prêt mais qui n'a pu aller plus loin à cause de la réglementation sur les feux de forêt, qui a limité aussi la constructibilité à cause des risques. Donc vous voyez que c'est pas si simple cette affaire, mais donc promouvoir ce qui existe, voilà, c'est ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et si des personnes sont intéressées, effectivement, savoir que il faut se prendre en charge aussi, apporter également son aide. Chacun, c'est des échanges d'expérience en fait. Chacun a à son échelle quelque chose à apporter. C'est ce que montrent très bien ces groupes. Personne n'est inutile, quel que soit l'âge, quel que soit le statut. Et dans la coopérative, c'est aussi très égalitaire, puisque là, au départ, on peut être locataire, puis petit à petit devenir propriétaire, chacun avec sa part, chacun avec ses moyens, et là, et chacun est égaux en droit, parce qu'un ménage, une voix, chacun peut prendre de manière égalitaire part à la décision. Et ça, c'est une bonne démarche qui est en train aussi de s'installer. Et donc, nous, on a bon espoir parce qu'on sait qu'il suffit qu'il y ait une expérience à partager. Voilà. Après, on pourrait parler de plein d'autres choses. L'espace public, oui, tout à l'heure, j'ai dit il y a des choses toutes bêtes pour favoriser l'intergénérationnel de l'espace public. C'est l'histoire des bancs, de l'assise. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait comme ça, en architecture, en urbanisme, il fallait que la ville soit fluide, qu'on facilite la consommation. C'est vrai que quand on voyait des maquettes d'architectes ou en ville, on voyait des gens avec attaché case qui étaient toujours fringants, dynamiques, comme si la ville n'appartenait qu'aux gens fortunés, etc. Non. Donc cette assise aussi, elle montre l'accueil dans la ville. Et dans les petites communes, on demande surtout des bancs rehaussés. Et c'est tout bête, mais on a du mal à les trouver. Les services techniques ont du mal à les mettre en place. Et c'est vraiment des choses, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. Ça permet à une personne de sortir de chez elle, de ne pas avoir peur, parce qu'elle sait que sur son passage, elle pourra faire une halte. Des espaces végétalisés également, avec des villes qui ne cessent de battre des records de chaleur. On sait que, là, nous, on favorise ça aussi à UE. La végétalisation, parce que il y a de l'ombrage, il y a des végétaux qui jouent ce rôle-là, et ça ne coûtera pas cher en arrosage, etc. Vous voyez, c'est parfois du bon sens, et on n'y pense pas toujours. Donc il faut, voilà. Après, il y a l'habitat inclusif, que le département, voilà. Peut-être qu'on en en parlera parlé des maisons en partage, et discussions. ça prend le relais, voilà.
Merci beaucoup Pascal pour cet éclairage. Et c'est vrai que là, on achève, on va avoir le temps suffisamment pour ouvrir à la salle, parce que j'imagine que vous avez des questions relatives à la cohabitation intergénérationnelle, et puis peut-être après tout ce que ça peut impliquer sur ces relations que tu as évoquées, que vous avez évoquées, sur ces relations en rapport aux différents modes d'habiter. On a bien vu au travers de vos réponses et de vos points de vue qu'il y a différentes échelles et différents niveaux d'appréhender le lien intergénérationnel à l'échelle domestique ou à d'autres échelles, qu'il existe maintenant d'autres formes d'habiter avec l'appui de services qui peuvent justement renforcer ce lien intergénérationnel, et qu'il y a un certain nombre d'acteurs aussi qui permettent à la personne habitant son logement en recherche d'autonomie, de maintenir son autonomie parce qu'elle est en lien aussi avec un entourage. Donc je pense que là, on va ouvrir maintenant le débat à la salle. J'aimerais bien aussi peut-être passer, si c'est pas tout de suite le micro à Martine Nectou, qui est donc en face et qui est avec nous et qui est donc présidente de l'association La Logitude, peut-être et aussi cohabitante. Donc on était hésitant aussi dans l'organisation de cette table ronde à lui donner la place directement dans le public, mais là je pense que justement pour peut-être stimuler le public, parce qu'il nous reste finalement un peu plus d'une demi-heure pour terminer cette table ronde, peut-être de te donner la parole et de nous dire quel est ton témoignage de cohabitation intergénérationnelle. Merci Thomas. Oui, je pense qu'en effet le plus important c'est que je puisse témoigner de mon expérience d'adhérente à une association et engagée dans ce vécu chaque année avec un jeune chez moi. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, ça maintient jeune. C'est le moins qu'on puisse dire, ça booste, ça c'est sûr. Donc ça c'est quand même intéressant à retenir, que dans cette rencontre, il se passe quand même des choses, des choses particulières, bien au-delà, je dirais, des représentations et des généralités qu'on peut évoquer concernant la cohabitation intergénérationnelle. Alors, je reviens sur le fait que j'avais ma petite idée, mais je crois qu'on peut dire qu'on découvre l'autre génération. Et que vous, comme moi, et comme les jeunes, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des clichés et des représentations de la génération, entre guillemets, opposée. Eh bien, ce vivre ensemble, il nous permet quand même de poser un autre regard, de se poser des questions, de voir en effet les difficultés ou les doutes que l'autre génération peut avoir, et le regard évolue. Ça me semble important. La deuxième chose que j'ai expérimentée chaque année, et Stella l'a soulevé, c'est la création de liens affectifs. On n'en parle pas beaucoup, mais moi je les aime, ces jeunes qui sont passés chez moi. Et puis c'est des belles personnes, et puis je me dis, mon objectif au plus profond de moi-même, c'était de leur offrir un tremplin, de croire en eux, dans leur capacité à aller de l'avant, à réussir, à faire les bons choix parce qu'ils hésitent, ils ne savent pas, ils ont des doutes. Et de me dire, voilà, si je peux être là dans une forme de soutien, c'est quand même pas mal. Et puis moi, ça me faisait réfléchir aussi aux questions existentielles de nos jeunes. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui n'est pas simple. Donc, leur donner confiance. Alors que moi-même, de temps en temps, je suis un petit peu ébranlée sur mes bases dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, ces liens affectifs, c'est pas rien. Le fait de concevoir que ça puisse être un tremplin, le sentiment d'utilité chez le senior, ah oui, je vous confirme, ça donne du sens à nos vies. Je dis toujours avec humour, je ne suis pas retraitée, je retraite ma vie. Et je la retraite avec des jeunes. Eh bien, c'est pas rien, et c'est quand même intéressant comme dynamique. Donc, ça, c'est un autre point que je voulais évoquer avec vous. Et puis, alors, ce que je trouve incroyable, c'est que comme on vit ensemble un certain temps, ça ne dure pas une semaine, En général, ça dure 1 an. Alors, en 1 an,
la confiance se crée. Et je me rends compte qu'à de nombreuses reprises, ces jeunes m'ont confié des choses en me disant « j'en ai jamais parlé à mes parents ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une référence parentale ou grands-parents. Et soit les grands-parents n'existent plus, et c'est avec cette forme de tristesse qu'ils veulent compenser dans un vécu avec un senior, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui l'évoquent, en disant « quand même, j'ai perdu ma grand-mère, oh, c'était une belle histoire avec elle, et ça me fait chaud au cœur à l'idée de retrouver une personne âgée », ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait, en effet, d'oser, parce qu'il n'y a pas de jugement, parce que je ne fais pas partie de sa famille, et que c'est possible. Et moi, de mon côté, je peux me permettre de soulever, en effet, des doutes ou parfois même ma tristesse, je peux la partager avec un jeune. Et ça, j'ai toujours été épatée de voir la manière dont il pouvait accueillir mes coups de blues, parce que je peux aussi avoir des mauvaises nouvelles sur ma route. Donc voilà, je voulais relever ça parce que ça me semble important. D'autre part, je crois qu'il y a un élément non négligeable, c'est que ça peut rassurer les parents de ce jeune. L'an dernier, enfin jusqu'au mois d'août, j'ai eu un jeune de 18 ans en apprentissage, des lagueurs, et je sentais bien que maman, elle avait du mal à lâcher son fiston. Hein. Donc voilà, on a commencé tout doucement. Maman appelait tous les soirs, puis tous les 2 soirs. Et puis voilà. Et puis l'année s'est terminée, et figurez-vous que ce jeune ne sera pas élagueur. Et que on a avancé pas à pas tous les deux, parce qu'il y avait la question de qu'est-ce que je vais dire à mes parents qui m'ont payé mes études, enfin jusque-là, et de leur dire que finalement c'est pas ce métier-là que je veux faire. Et donc on a cheminé comme ça. Et puis la maman m'a téléphoné cet été en me disant « Martine, je crois que cette année, mon Jonathan, il a mûri. Oh, c'est formidable quand même qu'il ait pu vivre ça. » Donc, je vous cite cet exemple-là parce que là aussi, il y a, je dirais, de la réciprocité et puis de la réassurance du côté des parents du jeune. Et moi, pour ma part, j'ai une fille qui vit dans l'international. Donc aujourd'hui, elle est là. Je pense que dans 2 ans, elle sera à l'autre bout du monde. J'en ai qu'une. Elle me fait confiance, mais je pense que ça la rassure. Et qu'elle est contente que je ne sois pas toute seule chez moi. Bien que, d'après ce que vous pouvez voir, je suis encore en forme. Mais je pense que pour les enfants aussi, ça peut être une réassurance. Voilà. Alors, à titre personnel, moi, c'est vrai que par rapport à l'habitat participatif, au départ, c'était mon souhait. J'avoue très sincèrement qu'entre 2005 et 2010, je me suis vraiment plongée sur la question. Ça me semblait tellement compliqué, alors que je rêvais de ça. Moi, la machine à laver, en effet, dans une buanderie, et qu'on soit 5 familles à l'utiliser, quand on voit aujourd'hui la sobriété énergétique qu'on nous demande, je me dis, un habitat participatif, c'est drôlement bien. Mais j'ai renoncé. Et quand je suis arrivée à Avignon et que j'ai rencontré Stella à la journée des associations, je me suis dit, ça a du sens. Ça m'intéresse. Faute d'un habitat participatif. Donc, voilà, il y avait une volonté personnelle, et tout à l'heure, je discutais avec une des participantes qui me disait, mais moi aussi, j'ai besoin de donner du sens à ce que je vis, maintenant que je suis retraitée. Ça, c'est un point qui me semble non négligeable. Et puis, je dirais que la cohabitation intergénérationnelle, elle va en poupe en ce moment. Donc, pourquoi pas, en effet, en profiter pour le faire savoir, parce que c'est une voie d'avenir, moi j'y crois profondément. Et ce que j'aime dans le fait qu'il y ait une association qui gère ça, c'est un cadre. Ça, c'est fondamental. On peut se reposer sur cette association. C'est leur job. Elles le font très bien. Elles me font rire quand elles accueillent des demandes de seniors. Elles vont au domicile du senior.Elles repèrent un peu la personnalité, la manière de vivre, etc. Elles rencontrent le jeune. Moi, je sais que chaque année, elles m'appellent au mois de septembre en me disant « Oh Martine, on a pensé à toi. Oh Céline, elle est pour toi. Hein. Oh, quand on l'a rencontrée, on s'est dit non, mais là, il faut que Céline, elle aille chez Martine. » Bien, mais c'est intéressant parce qu'ils font un super boulot de mise en relation.
Et ça match. Et je ne sais pas quels sont leurs talents, mais ça match. Alors après, on se rencontre, en échange, et le Seigneur a le droit de dire non, je ne la sens pas trop, ce personnage, pas envie de vivre avec ce jeune-là. Et le jeune peut dire aussi, oui, bon, gentil Martine, mais non, ça ne me dit rien. Voilà. Et ça, c'est formidable. Donc l'association, c'est le cadre, c'est le tiers, c'est l'accompagnement, c'est une sécurité. Et je trouve que ça aussi, le fait que ça soit encadré par la loi, c'est fondamental.